Merci, mesdames, messieurs. Merci d'être avec nous dans votre émission Coup de projecteur. Aujourd'hui, nous allons parler santé, plus précisément de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, parce que vous savez tous que la santé, c'est ce qui nous maintient et c'est ce qui fait que nous sommes assis dans cette émission pour parler également de santé, mais aussi de sécurité sanitaire. Alors, nous avons pour interlocuteur le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, Dr Sori Kondé. Bonjour. Bonjour, monsieur Nanamou. Ou bien bonsoir, certainement. Bonsoir. Oui, merci d'être avec nous dans cette émission. On sait, Dr Sori Kondé, que vous êtes le directeur général de l'ANSS, mais vous avez été récemment nommé par décret du chef de l'État, et ce après de longues années au service de la nation, années où vous avez loyalement servi la nation. Et je pense que là, ce décret, c'est non seulement une reconnaissance, un mérite, parce que vous venez de très loin. On sait que vous avez été déjà avec Professeur Sakoba depuis 2016, quand l'ANSS se mettait en place. Et vous avez été aussi avec Professeur Fodé Amara Traoré, avec qui vous avez parcouru de bons moments. Alors après de longues périodes à l'ANSS, aujourd'hui vous bénéficiez un peu de la reconnaissance du chef de l'État. Qu'est-ce que ça vous dit, Professeur Kondé, d'être nommé par décret? Merci, monsieur Nanamou. Oui. J'ai accueilli ce décret avec humilité, avec détermination, mais aussi avec gratitude et reconnaissance vis-à-vis du chef de l'État, le président de la République, pour m'avoir choisi parmi tant de compatriotes qui pouvaient aussi être choisis pour assumer les hautes responsabilités de directeur général de l'ANSS. Donc ce sentiment m'anime beaucoup et me pousse à donner le meilleur de moi-même, d'autant plus qu'aujourd'hui la sécurité sanitaire conditionne beaucoup d'autres aspects de la vie nationale. Sans la sécurité sanitaire, le reste sera au second plan. Alors aujourd'hui, vous êtes le directeur général de l'ANSS. Alors pour commencer avec le sujet, est-ce que concrètement pour nos téléspectateurs, on peut savoir c'est quoi réellement le rôle de l'ANSS dans l'architecture sanitaire du pays? Merci beaucoup pour cette question. Avant de parler du rôle de l'ANSS, si vous permettez de faire un peu d'historique. Très bien. Nous savons qu'en 2014, notre pays a détecté les premiers cas de la maladie à virus Ebola de son histoire. Et cette situation a perduré malheureusement jusqu'en 2016. Et en 2015, déjà avec le plan national de développement sanitaire qu'on appelle le PNDS, qui a été élaboré pour 10 ans, il était question d'en tirer un plan de relance et de résilience du système de santé. Le premier objectif de ce plan de relance et de résilience était de venir à bout de l'épidémie d'Ebola d'ici la fin de l'année 2015. Et c'est ce qu'on a réussi. En réalité, parce que le 29 décembre 2015, on a fait la première déclaration de fin d'Ebola. C'est vrai qu'après, il y a eu la résurgence à Kourouppara. Le deuxième objectif, c'était le renforcement de nos systèmes de santé, globalement, mais surtout au niveau des districts sanitaires, et capitaliser surtout les expériences et les succès de la lutte contre Ebola. Nous savons que la coordination nationale de lutte contre Ebola s'occupait uniquement de cette maladie. Donc il fallait en tirer les leçons et étendre le rôle de cette entité à toutes les maladies à potentiel épidémique. C'est dans cette optique que le 4 juillet 2016, après quelques jours après la déclaration de la fin de la résurgence d'Ebola à Kourouppara, donc les hautes autorités ont pris la peine de créer l'Agence nationale de sécurité sanitaire. C'était le 4 juillet 2016. Et la mission principale qui lui est assignée, c'est mettre en œuvre les orientations stratégiques du gouvernement en matière de sécurité sanitaire. Donc en clair, l'ANSS est chargée de préparer, de la préparation, de la surveillance épidémiologique, de l'alerte précoce et de la réponse rapide et coordonnée face aux menaces de santé publique. Alors, donc ça veut dire concrètement que l'ANSS est à l'avant-garde des questions de sécurité sanitaire. Aujourd'hui, avec cette posture, quel est votre positionnement face au ministère de la Santé, mais aussi avec les programmes, où commence votre autorité, où ça se termine exactement? Vous comprendrez que la vision de M. le Président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, est très stratégique en ce qui concerne la santé. Le 31 mai 2023, il y a eu la révision du décret de création de l'ANSS et qui a renforcé l'ANSS dans ses prérogatives et ses missions.
Et ce décret indique que nous sommes placés sous la tutelle technique du ministère de la Santé et la tutelle financière du ministère de l'Économie et des Finances. Donc pour tout ce qui est opérationnel en matière de gestion des urgences de santé publique, c'est du domaine de l'ANSS. Donc nous ne faisons pas ce qui est stratégique, qui relève d'autres directions et même des compétences de monsieur le ministre, mais tout ce qui est opérationnel relève de l'ANSS, donc la surveillance épidémiologique, la prise en charge des malades lorsque les épidémies sont déclarées. Et dans le décret même, il est précisé qu'on doit aménager les espaces de prise en charge des maladies à potentiel épidémique, donc en dehors des hôpitaux traditionnels que nous connaissons. Il y a également la fonction de coordination des interventions. Aujourd'hui, si on doit faire face à une épidémie, il y a plusieurs entités qui interviennent. Et comme Dr Sakoba le dit, s'il n'y a pas de coordination, il y a malheureusement cette histoire de drapeau. Chacun voudrait avoir son drapeau à lui pour montrer que c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Tant de la partie nationale que des partenaires. Donc le rôle de l'ANSS, c'est aussi coordonner tous les intervenants, qu'ils soient partenaires techniques, financiers, nationaux ou internationaux, qu'ils soient des directions techniques des programmes, la communauté. Donc l'ANSS sert aussi à coordonner les interventions pour qu'ensemble nous agissions de façon synergique. Alors sur le terrain, comment se fait la coordination avec les acteurs locaux, avec les centres de santé, mais aussi avec les partenaires pour que vous veniez à bout des situations de menace? Vous savez, sur le plan organisation, l'ANSS est un maillage national. Très bien. Au niveau de Conakry, il y a la direction générale de l'Agence nationale de sécurité sanitaire avec ses 5 départements techniques. Mais nous avons au niveau de chaque région administrative, il y a les inspections régionales de la santé. Donc au niveau de chaque inspection régionale de la santé, il y a une équipe régionale d'alerte et de réponse aux épidémies. À côté de cette équipe, il y a un centre d'opération d'urgence de santé publique qui est chargé de coordonner les interventions régionales. Et en bas, nous avons les préfectures à l'intérieur et à Conakry, nous avons les communes. Il y a dans chaque préfecture et dans chaque commune une équipe préfectorale ou communale d'alerte et de réponse aux épidémies. Et à côté de cette équipe qui va faire les investigations, les prélèvements, le transport des malades dans les CTP pour les questions de prise en charge, il y a également le centre d'opération d'urgence préfectorale. Donc si aujourd'hui dans une préfecture il y a la rougeole, et que nous estimons que la préfecture peut gérer, il y a cette équipe préfectorale d'alerte et de réponse aux épidémies qui va faire l'investigation. Et lorsque l'épidémie est confirmée, il y a ce centre d'opération d'urgence préfectorale qui va coordonner les interventions. Mais à la différence de la région, dans les préfectures et communes, il y a le centre de traitement des épidémies. Donc tous les malades qui sont liés à cette épidémie sont transférés dans ce centre de traitement des épidémies. Pour éviter que ces malades ne soient logés dans les hôpitaux traditionnels et que le risque, donc qu'il y ait transmission de la maladie aux autres malades qui y sont hospitalisés. Ça c'est le CTP, le centre de traitement des épidémies. Donc vous voyez déjà qu'il y a ce maillage national. Mais en bas même, dans les sous-préfectures, il y a le centre de santé. Dans les préfectures, dans les régions, il y a les hôpitaux préfectoraux, les hôpitaux régionaux, les hôpitaux nationaux. Il y a des privés également. Nous avons près de 700 formations sanitaires impliquées dans la surveillance épidémiologique. Dans chacune de ces structures, il y a des personnes identifiées, formées, équipées, qu'on appelle les points focaux de surveillance. Donc lorsque le service de maladies infectieuses ou bien le service d'urgence d'un hôpital ou bien le service de consultation primaire curative d'un centre de santé détecte un cas suspect de rougeole, vous voyez, ce point focal surveillance note dans son registre de surveillance. Ensuite, c'est saisi dans la plateforme digitale, le DSS2, et en temps réel, la préfecture, la région et le niveau central ont accès à cette information. Donc ça fait que toutes les informations saisies sont reçues à temps réel par les différents niveaux. Et pour ce qui concerne les données, il y a au niveau de chaque préfecture, de chaque commune, de chaque région et au niveau central, des responsables de la qualité des données. Donc ils sont chargés de veiller à la qualité des données qu'on appelle les super utilisateurs de notre plateforme DSS2. Donc ceux-là également sont formés, sont équipés, leur permettant d'aider les formations sanitaires lorsqu'il y a des erreurs de saisie, il y a des problèmes pour les assister à résoudre ces questions, mais également analyser les données
dans le cadre de l'élaboration des bulletins hebdomadaires de surveillance des préfectures, des régions et également au niveau national. Au sein de l'ANSS, il y a une unité en charge de la gestion des données qui s'occupe de cet aspect. C'est ce qui fait que chaque mercredi, dans un cadre de collaboration avec tout le monde, la partie nationale, les partenaires, il y a les réunions hebdomadaires d'harmonisation des données pour que tout le monde ait les mêmes informations. À la suite de ça, les bulletins épidémiologiques nationaux sont élaborés et les jeudis, nous faisons la réunion hebdomadaire d'information épidémiologique. Donc tout ce que j'explique là, les partenaires sont là à tous les niveaux. Okay. Si je prends l'OMS, ils ont des consultants qui appuient les districts, les préfectures, les régions, mais également il y a le bureau pays qui est là, qui participe à toutes nos activités. Alors ça veut dire qu'il y a une coordination aussi bien depuis la base jusqu'au sommet, mais inversement du sommet vers la base. Vers la base. Voilà. Depuis la base jusqu'au sommet, c'est l'information et il y a le retour d'information du sommet vers la base. Très bien. Par exemple, quand il y a des cas suspects d'une maladie quelconque qui sont prélevés et que les échantillons ne peuvent être analysés que dans un laboratoire national de référence, comme à l'INSP, alors l'INSP est chargé de fournir à l'ANSS les résultats de l'analyse. Et l'ANSS fait la rétro-information, donc de façon descendante jusqu'au niveau de la formation sanitaire. On informe l'inspection régionale de la santé, la direction préfectorale de la santé qui est informée par la suite, la formation sanitaire qui a détecté le cas, donc qui a posé le diagnostic de suspicion est informée jusqu'aux soignants. Alors, c'est ce qui fait dire que les gens pensent que, d'aucuns pensent que l'existence de l'ANSS est assujettie à la présence d'épidémies. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que l'ANSS n'a pas raison d'être tant qu'il n'y a pas d'épidémie? En réalité, les gens n'ont pas bien compris. Vous savez, notre mission repose sur 4 piliers essentiels. Oui. C'est d'abord la préparation. Très bien. Il y a la surveillance, il y a l'alerte précoce et il y a la réponse efficace et coordonnée. Donc la réponse n'est que la dernière partie. Parce qu'après la réponse, il faut évaluer, il faut se préparer à nouveau. Très bien. Mais déjà, avant qu'on déclare une épidémie, que se passe-t-il? L'ANSS se prépare. Nous formons les gens. Comme je l'ai dit, il y a le programme de formation en épidémiologie de terrain. Et l'année passée, par exemple, on a formé 2 cohortes du Frontline avec plus de 40 participants. Et il y a des compatriotes qui sont inscrits pour le programme avancé qui s'effectue dans une approche sous-régionale, Afrique de l'Ouest. Il y en a qui font au Burkina actuellement, il y a d'autres qui font à Lomé. Oui. Et on a même, dans le cadre de la santé mentale, qui forcément ne relève pas de l'ANSS parce qu'il y a un programme vertical, mais ça s'inscrit dans la dynamique de la sécurité sanitaire. Et on y a inscrit 2 personnes du programme national de santé mentale qui ont fait cette formation en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez déjà dans cette première étape, il faut former, il faut prépositionner les kits de prise en charge. Parce qu'on se dit, nous connaissons le profil épidémiologique. Bientôt on va commencer à rentrer dans la période de grande chaleur. Et la période de grande chaleur, elle est propice à l'éclosion des flambées de rougeole, de méningite. En ce moment, dans la préparation, non seulement il y a la formation, mais il y a le prépositionnement des kits de prise en charge de ces maladies dans les centres de traitement des épidémies. Okay. Et il y a également le renforcement des capacités des laboratoires. Parce qu'il faut regarder au niveau des labos. Est-ce que les labos ont suffisamment de réactifs pour confirmer les échantillons de suspicion de rougeole, de méningite, donc de toutes ces maladies. Donc c'est mal comprendre un peu la démarche, c'est-à-dire que le fonctionnement de l'ANSS, que de croire que c'est seulement en période d'épidémie que l'ANSS est fonctionnelle. Parce que vous partez de la prévention à la détection, mais aussi à la réponse. C'est cela. C'est parce que quand il n'y a pas d'épidémie, quand les seuils ne sont pas atteints, nous faisons le travail un peu dans l'ombre. Donc les gens n'entendent presque pas parler de l'ANSS. Mais quand il y a des épidémies ou des pandémies comme la Covid-19, comme Ebola, vous voyez déjà tout le monde est au courant. Oui. Donc en ce moment, certains se disent « Ah bon, donc l'ANSS continue encore à exister ». Cependant, nous sommes quand même en train de faire du travail dans l'ombre, sous l'autorité du ministère de la Santé. Chaque jour, ces sentinelles invisibles travaillent pour protéger la santé des Guinéens. Alors, dans la démarche de l'ANSS, on pense que c'est vrai que vous êtes engagé aussi bien sur le terrain à Conakry qu'à l'intérieur du pays, mais vous avez certainement des défis
des défis auxquels vous êtes confrontés. En termes de défis aujourd'hui, quelles sont les priorités? Vous savez, les défis ne finiront jamais. jamais. De financement, d'équipement, de mobilité et puis aussi de personnel qualifié, mais aussi en termes de communication des risques. Le gros défi aujourd'hui, c'est le renforcement des équipes de terrain. Comme on le dit souvent, si certains dorment, c'est qu'il y en a qui veillent. Il y a les forces de défense et de sécurité qui veillent sur l'intégrité de notre territoire national, mais il y a également ces sentinelles invisibles qui veillent sur la santé, la sécurité sanitaire. Au niveau du terrain, aujourd'hui, on se rend compte que les grandes formations que nous avons déployées pour ceux-là, pour ces équipes d'intervention rapide, remontent à 2018. Et ces équipes sont dotées en engins roulants, leur permettant d'aller dans les localités les plus éloignées. Mais ces engins roulants aujourd'hui sont dans la majorité des cas amortis. Donc l'un des grands défis aujourd'hui, c'est le renouvellement des équipements de travail, surtout les engins roulants à mettre à la disposition de ces agents. Et de l'autre côté, il y a la question du financement. L'État fait beaucoup. Mais comme on le sait, avec le temps, le déséquilibre de l'écosystème, il y a des émergences de maladies infectieuses et même des réémergences. Donc aujourd'hui, l'autre défi, c'est l'amélioration de l'approche Une Seule Santé. Nous avons la plateforme Une Seule Santé. L'État y a souscrit depuis 2017, mais il y a encore du défi parce qu'il y a de nouvelles dynamiques qui sont connues, de nouvelles structures qui ont été créées. Par exemple, Angus n'existait pas en ce moment. L'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, sous la coordination du ministère de l'administration du territoire. Donc il faudra qu'elle soit intégrée dans cette plateforme. Mais quand nous prenons l'arrêté conjointement signé alors par le ministère de la Santé, de l'élevage et de l'environnement, il se trouve qu'Angus ne faisait pas partie. Mais il y a également aujourd'hui la pêche, le ministère de la pêche qui normalement devrait faire partie. Donc il y a beaucoup d'autres entités qui doivent être incluses dans cette plateforme nationale. Également, ces plateformes régionales et préfectorales méritent d'être renforcées pour pouvoir fonctionner mieux afin de permettre des réponses coordonnées dans l'approche Une Seule Santé. Parce que la santé de l'homme ne peut pas être dissociée de celle des animaux et de celle de l'environnement dans lequel nous vivons tous. Alors, sur la question, puisqu'on parle de défi, l'autre défi, non des moindres, c'est bien le défi de la communication. C'est-à-dire qu'on sait que pour que l'ANSS réussisse sur un terrain, il faut la collaboration avec la communauté, il faut la confiance avec la communauté. Effectivement, la communication aussi fait partie des défis aujourd'hui, surtout la compréhension de la communauté vis-à-vis de nos actions. Également la collaboration de la communauté. La presse nous aide beaucoup dans cela. Il y a quelques jours, on a fini la vulgarisation du plan d'engagement communautaire. Ce plan qui a été élaboré avec toutes les parties prenantes. Bien sûr, le service national de promotion du ministère de la Santé également intervient avec notre département en charge de la communication et de la mobilisation sociale. Et dans ce cadre, nous organisons régulièrement les dialogues communautaires pour expliquer nos interventions spécifiques aux communautés, c'est-à-dire chaque période avec ses réalités. Ça nous permet de minimiser le risque de circulation des rumeurs. Mais ceci étant dit, il y a toujours le screening des médias également que nous faisons. Parce que parfois, il y a aujourd'hui, avec la pullulation des groupes ou des comptes sur les réseaux sociaux, il y a des informations qui y sont véhiculées qui ne sont pas tout à fait vraies dans tous les cas de figure. Donc notre département communication fait le screening des médias pour identifier les fausses rumeurs, essayer de les déconstruire. Donc avec également les organisations de la société civile, ce travail se fait et elle également aide à récolter dans les communautés les fausses rumeurs, les fausses informations relatives à nos interventions et organise des sessions avec l'appui des chefs de quartier, des chefs secteurs. On fait ces assises-là pour pouvoir écouter directement les populations. Ça crée une relation de confiance. Donc c'est sans tabou et on répond à toutes leurs inquiétudes. Alors, sur la question de perspective et d'action en vue par rapport au renforcement des capacités de l'ANSS, par rapport à la crédibilité même de l'ANSS sur le terrain,
Est-ce que vous avez des projets majeurs en perspective, des actions concrètes, des stratégies pour baliser le chemin et renforcer un peu les capacités et la confiance? Oui, par rapport aux perspectives, déjà nous sommes en train d'avancer rapidement. Le jeudi avant-hier donc, notre nouveau centre des opérations d'urgence a été inauguré avec l'appui de Africa CDC, qui avait reçu de l'appui financier de la Banque africaine de développement pour aider les pays. Parce que la vision de l'Union africaine, c'est de mettre en place aujourd'hui les sentinelles de la réponse aux épidémies sur le continent, pour avoir une sorte de souveraineté sanitaire à l'échelle continentale. Vous vous souviendrez qu'en 2023, en fin 2023, malheureusement, il y a eu l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Et ce dépôt faisait face à notre siège. Donc, les conséquences de cela, nous avons perdu beaucoup de nos équipements. Donc, notre centre d'opération d'urgence, qui était situé au 6e étage de l'immeuble Pita, a complètement été essoufflé. Nous avons perdu tous les équipements qu'on y avait. Donc, avec l'appui de l'Union africaine, ce centre a été, dans notre nouveau siège, a été donc remis en neuf avec les équipements de dernière génération, qui nous permettront de coordonner mieux les interventions de terrain. Donc c'est vraiment ce cerveau névralgique qui a été inauguré, avec bien sûr la dynamique et l'accompagnement de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Très bien. Alors, dans cette même perspective, on va permettre à nos téléspectateurs de regarder avec nous c'est-à-dire que la cérémonie d'inauguration de cette salle d'opération d'urgence sanitaire avec vous, mais aussi avec les autorités sanitaires, avec le secrétaire général, avec l'OMS et puis avec les représentants du CDC. Suivons. Les questions de sécurité sanitaire étant prises à un très haut niveau qui s'est traduit par la réalisation de ce joyau, témoigne du grand leadership au vrai haut niveau. Et donc, nous voulions que vous transmettriez à Monsieur le ministre de la Santé et au-delà, au plus haut niveau des autorités, toutes nos reconnaissances et nos appréciations pour cette marque de leadership. C'est ici que seront prises les décisions les plus cruciales pour contenir les urgences, pour protéger nos populations et sauvegarder l'économie nationale face aux chocs sanitaires. C'est pourquoi nous allons continuer à investir dans la formation, la discipline, l'innovation et la collaboration pour faire de notre QSP un modèle africain d'excellence. L'Organisation mondiale de la santé et tous les PTF sont fiers d'avoir accompagné ce processus depuis la conception du cours jusqu'à la phase d'opérationnalisation. Vous me permettez de rendre un hommage appuyé à son Excellence le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, pour sa clairvoyance, sa vision panafricaine et son leadership en faveur du bien-être de nos populations. La réalisation que nous inaugurons aujourd'hui est le fruit d'une coopération africaine et internationale exemplaire. Grâce à l'engagement d'Africa CDC, organe technique de l'Union africaine, et au soutien financier de la Banque africaine de développement, la Guinée se dote d'une salle d'opération d'urgence répondant aux standards les plus élevés en matière de coordination sanitaire. Alors, Docteur Condé, nous sommes pratiquement à la fin. On vient de voir que vous avez de nouveaux équipements
Et à partir de là, vous avez la possibilité d'agir directement sur le terrain. Maintenant, pour finir, quel est le message très fort que vous avez à l'endroit des partenaires, des autorités, et pour que l'ANSS renaisse de ses centres et qu'on reconnaisse à l'ANSS un peu ses pouvoirs régaliens de sécuriser la santé des populations? Alors, si vous permettez, avant de répondre à cette question, l'autre priorité, et non des moindres, c'est aussi le renforcement de la collaboration transfrontalière. Très bien. Je le dis souvent, les virus, les microbes, ces épidémies n'ont pas besoin de passeport et encore moins de visa pour quitter un pays pour un autre. Donc d'où l'intérêt aussi de renforcer la collaboration avec nos collègues, nos homologues des pays voisins. Ça nous permettra de savoir ce qui se passe de leur côté et ensemble, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les situations qui naissent d'un ou de l'autre côté des frontières ne parviennent pas à franchir la frontière. Donc ça nous permet de mettre en place une ceinture sanitaire autour du pays. Ça va améliorer beaucoup la portée, disons, le rôle, les interventions de la Guinée dans le cadre du règlement sanitaire international. Donc la portée, c'est que chaque État partie doit être en mesure d'avoir les capacités minimales de surveillance, de détection rapide et de réponse coordonnée pour éviter que le mouvement des personnes et des biens hors le long des frontières ne soit menacé. La dernière partie, c'est bien le message que vous avez par rapport aux autorités, mais par rapport aussi aux partenaires pour que l'ANSS joue pleinement ses activités, son rôle de gardien de la santé des populations guinéennes. Alors, ce que je voudrais dire aux autorités, c'est qu'aujourd'hui, il y a un instrument que l'État a à sa disposition pour garantir la sécurité sanitaire dans notre pays. Et cet instrument, c'est bien l'Agence nationale de sécurité sanitaire. On le dit souvent, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Mais moi, je vais jusqu'à dire que l'injection des dépenses dans la santé, de l'argent dans la santé, surtout dans le cadre de la sécurité sanitaire, ne devrait pas être considérée comme des dépenses. C'est un investissement. La vigilance d'aujourd'hui, c'est la sécurité de demain. Donc si nous prenons ça en compte, ça sous-entend que tout ce que nous faisons, ça doit permettre aux hautes autorités de déployer, de mettre en œuvre leur politique dans les autres domaines. Donc si la sécurité sanitaire n'est pas là, comme on a vu pendant Covid-19, ça va impacter tous les autres domaines de la vie nationale. Donc pour que l'économie fleurisse, il faudrait quand même que sur le plan sanitaire, que la population soit à l'abri de ces épidémies. Donc ces financements que nous faisons dans le domaine de la santé sont alors des investissements qui garantissent les autres. On va dire aujourd'hui, on va faire des routes. Il faut que le commerce puisse se passer normalement. Il faudrait que même les agents de sécurité, de défense et de sécurité, nous avons des armes contre les ennemis invisibles et ils ont des armes contre les ennemis visibles. Mais d'autant plus, il faudrait quand même qu'ils aient la force, la santé nécessaire pour tenir ces armes. Donc c'est nous qui garantissons cette situation. C'est pourquoi je demande humblement aux autorités, d'abord tout en les félicitant, de continuer à investir dans la santé, surtout la sécurité sanitaire. Aujourd'hui, la mise en place d'une régie financière régulièrement approvisionnée permettra à l'ANSS de garder et d'améliorer sa proactivité. Ça fera qu'on parlera peu de l'ANSS, c'est-à-dire la population entendra peu de l'ANSS parce que nous n'arriverons pas dans la majorité des cas à des épidémies. Et comme je l'ai dit, notre objectif c'est de faire en sorte que notre meilleure réponse soit celle qu'on ne va pas déployer. Parce que la meilleure réponse aujourd'hui c'est de mettre en œuvre les plans de réponse aux épidémies. Mais il faut qu'on arrive aux épidémies. Mais si nous avons les ressources nécessaires, nous pourrons faire en sorte que nous n'arrivons pas aux épidémies. Donc ça nous permettra de minimiser donc l'impact, le choc sanitaire sur l'économie nationale. Alors, merci à Dr Sori Kondé, merci d'avoir répondu efficacement à toutes nos questions. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Toutes les fois qu'on aura besoin de vous, on va vous inviter dans cette émission. Merci à l'équipe technique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission avec le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Avec lui, on a parlé des défis, on a parlé de la mission, mais aussi on a parlé des atouts de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Une fois encore, merci. Il dit grand merci au chef de l'État qui vient de le nommer
directeur général après plusieurs années dans la boîte. Donc une façon de reconnaître un peu l'effort et puis le background de l'homme. Merci mesdames, messieurs, à très bientôt dans un autre numéro.